Bonjour, bienvenue sur ce webinar organisé par Parcours France. Webinar intitulé L'économie en région, bilan 2016 et perspectives 2017. Commençons à l'heure, à 14 heures. On pense qu'il y en a à peu près pour une petite heure, sachant qu'on aura au préalable sorti un peu les grandes lignes. L'objectif de ce webinar, c'est de dresser un bilan régional, région par région, de l'année 2016 en matière économique, et puis de dégager, à partir d'un certain nombre de tendances qu'on a pu observer, les quelques perspectives 2017 et de se risquer à quelques prévisions. Ce webinar sera animé donc par moi-même. Je suis Antoine Colson, l'un des cofondateurs de Parcours France, et par Margot à mes côtés. Bonjour, moi c'est Margot, je suis chargée de projet expertise chez Parcours France et responsable du Business Forum sur le Salon 2017. Voilà, donc on s'occupe tous les deux de l'Observatoire économique des régions qui publie régulièrement des analyses de conjoncture économique à un niveau régional, voire départemental, sur les grands indicateurs économiques. Pour commencer, si vous deviez ne voir qu'une seule diapo, on attaque par les points clés et puis le sommaire de cette présentation qui durera donc jusqu'à 15 heures. Il est possible en simultané de nous adresser vos questions par email à margot.lisano@parcourspro.com et sur Twitter @parcoursfrance. Globalement, on observe une bonne année économique en 2016 en France. On va décliner certains secteurs et le décliner au niveau régional. Principalement, l'année s'observe plutôt bonne pour les grandes villes et surtout toutes les régions de l'Ouest. Au niveau de l'industrie, on observe une reprise de l'industrie, surtout en fin d'année, principalement dans la fabrication de matériel de transport, que ce soit automobile, aéronautique ou même naval. Et on verra par la suite que dans l'agroalimentaire, la situation est un peu plus contrastée. Bien que la situation de l'industrie en Bretagne se porte bien. Au niveau de l'automobile, on retrouve la bonne tenue en Bourgogne-Franche-Comté, évidemment, dans le Grand Est et les Hauts-de-France. La bonne tenue de l'aéronautique se retrouve en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et en Île-de-France, principalement. Au niveau des services, ce qui a bien marché en 2016, c'est évidemment le tertiaire supérieur et l'intérim pour fournir de la main-d'œuvre à l'industrie qui repart. Cette bonne tenue des services se retrouve en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment la région lyonnaise avec le tertiaire supérieur, en Nouvelle-Aquitaine, pareil, un bon dynamisme sur la métropole de Bordeaux. Certaines régions marquent une bonne progression des services, dont la Bourgogne-Franche-Comté avec l'intérim. Et donc on le verra, on le développera dans la suite de la présentation, mais on observe vraiment une métropolisation de l'activité. Au niveau de l'immobilier, on observe un boom des mises en chantier et des autorisations, que ce soit dans l'immobilier résidentiel et dans l'immobilier professionnel. On verra en développant durant la présentation que ce boom vient principalement des taux qui sont restés particulièrement bas en 2016 et qui ont permis aux ménages et aux entreprises d'investir. Concernant la saison touristique, le bilan est un peu plus contrasté. Globalement, on observe une perte de vitesse du secteur, notamment en Île-de-France et en région PACA suite aux attentats. Mais certaines régions ont profité des bonnes réservations en juin avec l'Euro 2016. Donc on verra les différences touristiques dans la suite de la présentation. Et du coup, sur la consommation des ménages, quelques doutes peuvent peser avec l'inconnu de l'évolution des taux et la reprise de l'inflation qu'on observe en fin d'année. Donc voilà, on verra aussi que la consommation peut
peut différer selon les métropoles et le reste du territoire en fonction de l'évolution des salaires. Donc ça, ce seront les 5 grands temps de notre présentation. Zoom tout d'abord sur l'industrie. L'industrie qui, en 2016, signe une reprise constatée dans différentes régions. Tout d'abord, un constat national sur ce graphique où on met en parallèle la production industrielle et le climat des affaires, c'est-à-dire l'enquête de conjoncture auprès des industriels. On s'aperçoit que le climat des affaires, courbe en gris, a repassé courant 2015 et reste bien orienté en fin d'année 2016 et début 2017. Les industriels ont donc dans leur ensemble le moral. L'indice de production qui est, lui, illustré par la courbe bleue, semble également se redresser, plus timidement certes. Ceci étant, en 2016, la production industrielle a retrouvé, même dépassé, son niveau de 2010, tout en restant, il faut tout de même le souligner, assez loin des niveaux d'avant-crise. Donc, si on regarde un peu plus dans les détails des secteurs industriels, on se rend compte que les résultats sont plus mitigés. Tout d'abord, le secteur de la fabrication de matériel de transport, donc le graphique que vous avez à gauche, a marqué une très bonne année en 2016. L'indice de production industrielle a particulièrement accéléré en fin d'année et l'indice du climat des affaires reste stable à la fin de l'année 2016 à un bon niveau. Donc dans l'automobile particulièrement, cette bonne tenue a profité aux régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-France. L'aéronautique se retrouve principalement donc en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, et les Pays de la Loire ont profité d'une bonne tenue de la construction navale. Sur le graphique de droite, donc l'agroalimentaire, on a des résultats un petit peu plus contrastés, avec une dynamique différente selon les branches. Donc le climat des affaires déjà ralentit, l'indice du climat des affaires ralentit quelque peu en fin d'année et en début 2017. Et l'indice de production industrielle ralentit également. Concernant les différentes branches de l'agroalimentaire, la Nouvelle-Aquitaine a subi en fin d'année une crise aviaire qui a ralenti la production. Tout le segment des céréales a souffert des conditions climatiques, que ce soit les inondations au mois de juin ou les fortes chaleurs cet été. Donc ça a touché principalement la région centre. Mais la production de produits laitiers repart, a marqué une bonne progression à partir du 3e trimestre et contribuant à un redressement de l'activité industrielle en Normandie, par exemple. Région par région, nous nous appuyons ici là, sur la dernière enquête de conjoncture de la Banque de France. On s'aperçoit que dans la quasi-totalité des régions, le climat des affaires a passé la barre des 100 points, ce qui signifie que les industriels interrogés par la Banque de France estiment que la conjoncture est meilleure que par le passé. C'est particulièrement le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté, et et on voit aussi ce qu'indiquent les flèches sur le graphique de droite, que les dynamiques sont dans l'ensemble plutôt orientées à la hausse, à l'exception notable de la Bretagne, où en particulier les industriels de l'agroalimentaire en ce début d'année soulignent un affaiblissement de la conjoncture. Donc concernant l'investissement dans l'industrie, l'année 2016 a été plutôt bonne puisque sur l'ensemble de l'industrie manufacturière, l'investissement a progressé de plus 3,6%, donc c'est le premier graphique que vous avez en haut. Et les prévisions INSEE pour l'année 2017 tablent sur une nouvelle progression de l'investissement à plus 5,1 en 2017. Donc, si on regarde au niveau des deux secteurs qu'on a déclinés précédemment, l'industrie agroalimentaire a marqué une très bonne année au niveau de l'investissement. Après une année 2015 à l'arrêt, l'investissement aurait augmenté de plus 9,6%
dans l'agroalimentaire et devrait continuer à progresser en 2017 à un rythme un petit peu plus lent. Dans la fabrication de matériel de transport, l'investissement a bien progressé également en 2016 à plus 4%, mais les prévisions de l'INSEE tablent sur un ralentissement de cet investissement, notamment dans l'automobile. Voilà. Donc, dans l'ensemble, l'investissement des industriels aura été en 2016, enfin, aura retrouvé un niveau de croissance qu'elle n'avait pas connu depuis 2012, ce qui souligne l'excellente année de l'investissement industriel. Pour l'illustrer, quelques décisions qui nous ont semblé pertinentes d'investissement d'entreprise. Dans l'agroalimentaire, dans la métallurgie et également dans l'énergie avec l'exemple de General Electric qui confirme son implantation à Belfort. Dans son ensemble, c'est un chiffre qui est également paru récemment, l'industrie française a créé plus d'usines qu'elle n'en a fermé en 2016, ce qui, encore une fois, est un bon signal et un signal relativement nouveau depuis la crise de 2009. Alors, concernant l'emploi industriel, tout d'abord, on remarque que les destructions d'emplois dans l'industrie ont sensiblement ralenti en 2016 et l'intérim garde une place assez importante dans le maintien de l'emploi industriel. Donc, la courbe grise représente la variation de l'emploi industriel et en 2016, l'industrie détruisait 20 000 postes. Le différentiel entre la courbe grise et la courbe bleue représente les créations d'emplois, donc à partir du troisième trimestre de 2013, des créations d'emplois dans l'intérim dans l'industrie, et qui, là, on le voit en 2016, ont compensé en grande partie les destructions d'emplois industriels, avec une création de 18 000 postes. Si on regarde au détail de chaque secteur, globalement, dans la fabrication de matériel de transport, les effectifs sont en hausse, que ce soit les effectifs salariés et les effectifs intérimaires qui profitent notamment à l'automobile, en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple. L'agroalimentaire, en revanche, embauche en salariés et en intérim. La métallurgie a réduit ses effectifs avec moins 4 000 postes en 2016 et l'intérim n'en a créé que 2 000, donc ça ne compense pas les pertes dans ce secteur. En revanche, dans la plasturgie, les créations d'emplois dans l'intérim compensent les pertes d'effectifs salariés. Et donc là, on a quelques exemples de la contribution de l'intérim dans l'industrie automobile principalement, donc en Bretagne ou dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est. Donc l'intérim, donc l'industrie est bien repartie en 2016. On fera le point tout à l'heure sur la conjoncture industrielle 2017 et on pourra zoomer à un certain nombre de régions. Margot soulignait l'importance de l'intérim dans cette reprise. La question étant, est-ce que ces emplois intérimaires seront demain des emplois pérennes? On l'évoquera tout à l'heure pour souligner les débuts de la conjoncture industrielle en 2017. Deuxième point de notre présentation, une tendance qui s'est accentuée en 2016, c'est la métropolisation de l'activité économique. Si 2016 a été marqué par une reprise en matière de création d'emplois et de croissance plus largement, celle-ci a essentiellement profité aux grandes métropoles régionales et régions parisiennes. Les grandes zones d'emploi ont peu souffert de la crise et profitent pleinement de la reprise qu'on observe depuis 2015. Donc, sur le graphe de gauche, on s'aperçoit que même en période de baisse de l'emploi salarié, les zones d'emploi, donc les grandes zones d'emploi qu'on a estimées être celles à plus de 200 000 emplois, créent toujours des postes. Donc, vous avez le détail de ces zones d'emploi incluses dans les plus de 200 000 emplois en bas du slide. Et on s'aperçoit également que les autres, donc le reste des zones d'emploi détruisaient des postes jusqu'au deuxième trimestre 2015.
Donc ça, c'était pour le graphe de gauche. À droite, donc là, c'est la part de l'emploi et des créations d'emplois dans ces zones d'emploi de plus de 200 000 postes depuis la reprise donc en 2015. Et donc, on s'aperçoit que ces zones d'emploi, donc ces grandes zones d'emploi, concentrent la majorité des créations de postes, alors qu'elles ne représentent que 29% de l'emploi salarié global en France. Donc, les grandes zones d'emploi sont celles qui ont le plus bénéficié de la reprise des créations de postes et et leur poids dans les créations d'emplois aujourd'hui approche les 50% dans les derniers trimestres et donc renforce cette tendance. C'est particulièrement visible dans le graphique de gauche qui compare la part des créations d'emplois dans le tertiaire supérieur. Ce que l'on appelle le tertiaire supérieur, chez nous, c'est un regroupement de différents secteurs, que sont l'informatique, les métiers de l'ingénierie, les métiers de la banque, de l'assurance et l'ensemble des fonctions support et de sièges sociaux. Ce que démontre le graphique de gauche, c'est que sur la période 2010-2015, les zones d'emploi de plus de 200 000 postes ont concentré plus de 90% de ces créations d'emplois dans le tertiaire supérieur, laissant orpheline la plupart des autres zones d'emploi s'agissant de la création de jobs, donc dans l'ingénierie et l'ensemble des métiers du tertiaire supérieur. Ça peut sembler à la limite peu surprenant. Le graphique de droite, en revanche, lui révèle que la métropolisation touche également des secteurs comme le commerce. Encore une fois, les zones d'emploi de plus de 200 000 postes concentrent aujourd'hui en France environ 30% de l'emploi salarié. Et elles ont concentré sur la part 2010-2015 près de 80% des créations d'emplois dans le commerce et aujourd'hui en représentent 40% des effectifs. À l'inverse, on s'aperçoit que les villes, les zones d'emploi moyennes de 100 à 200 000 emplois, de 50 à 100 000 emplois et de moins de 50 000 emplois ont dans leur ensemble n'ont pas pu à elles en cumuler réunir plus de 40% des créations d'emplois dans le commerce. Donc, d'une part, la métropolisation s'est accélérée en 2016, c'est-à-dire que les grandes métropoles ont davantage bénéficié de la reprise et moins souffert de la crise passée. Ça s'est traduit dans le tertiaire supérieur, donc des fonctions, disons, de sièges sociaux, de R&D, etc. Et ça a eu un effet d'entraînement sur le commerce dont les villes moyennes ont moins pu bénéficier. Donc, concernant la masse salariale, on a comparé l'évolution de cette masse salariale dans les zones d'emploi de plus de 200 000 salariés. Globalement, cette masse salariale progresse plus vite que la moyenne nationale que vous avez représentée par la ligne grise, mis à part à Rouen, Marseille, Grenoble et Roissy. On remarque que les métropoles les plus dynamiques, donc qui progressent quand même à un rythme presque 2 fois supérieur à la moyenne nationale, donc sont Nantes, Toulouse, Bordeaux, et également Lyon, Rennes et Lille qui progressent même plus rapidement que Paris. Cette bonne progression de la masse salariale provient de la bonne tenue du tertiaire supérieur dans ces zones d'emploi, dont notamment toutes les activités techniques à Nantes et Toulouse et les activités informatiques pour Lyon, Rennes et Lille. Cette évolution de la masse salariale chez nous, donc c'est une information qu'on obtient de l'ACOSS, de l'ensemble des fiches de paye déclarées à l'URSSAF. C'est pour nous sinon l'indicateur principal de croissance économique locale, puisque il nous permet d'approcher en gros l'évolution de distribution de richesse localement. Et il est flagrant que, donc, comme le disait Margot, qu'à Nantes, qu'à Toulouse et Bordeaux, Lyon et Rennes, celle-ci progresse de 3,5 à près de 4,5% pour Nantes, c'est-à-dire à un rythme 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Et deuxième point flagrant, une divergence entre les grandes métropoles régionales et Paris, où le rythme de croissance est pour l'année 2016 inférieur donc à ces grandes métropoles. Ce
qui pose au-delà donc de cette concurrence métropolitaine l'existence et le renforcement d'une fracture territoriale. Les métropoles, on l'illustre ici par un certain nombre de titres de presse, sont celles qui bénéficient aujourd'hui de la reprise, tout du moins en 2016, sont celles où la masse salariale a davantage progressé. Tandis que un certain nombre de territoires, on aura l'occasion de l'illustrer tout à l'heure, en particulier celle que le géographe Christophe Guilly appelle la France périphérique, affichent des taux de croissance significativement inférieurs à ces métropoles et même à la moyenne nationale. Actualité qui sans doute ne manquera pas d'être rappelée, et point qui sans doute ne manquera pas d'être rappelé lors des prochaines élections présidentielles pour analyser les votes à un niveau local. Maintenant, nous allons aborder la question de l'immobilier, donc de la reprise du marché immobilier et du BTP en 2016. Donc, le contexte, déjà, c'est un contexte de taux toujours bas, de taux d'intérêt toujours bas en 2016. Et alors, sur ce graphique, on s'aperçoit que la hausse des taux attendus début 2017 a provoqué une forte accélération de la demande de crédit de la part des ménages, déjà au troisième trimestre 2016, mais surtout au dernier trimestre de l'année 2016. Dans un contexte également où un certain nombre de réseaux bancaires signalent une hausse progressive des taux, les ménages se ruent vers les guichets des banques pour obtenir de nouveaux crédits à l'habitat. C'est la courbe bleue et elle est particulièrement impressionnante en fin d'année 2016 et visible ici en particulier en matière d'immobilier ancien. Le graphique de gauche compare deux choses. L'histogramme, lui, qui se rapporte à l'échelle de gauche, correspond au cumul de ventes dans l'immobilier ancien en France métropolitaine. Et on s'aperçoit que en approchant la barre du 1,2 million de transactions, l'immobilier ancien se rapproche de son dernier sommet atteint en 2011 et des sommets précédents d'avant-crise. C'est largement alimenté par, on le sait, la faiblesse des taux et donc la possibilité pour les ménages d'avoir des projets immobiliers à moindre frais. La courbe, elle, en revanche, correspond au rythme de croissance de ces transactions dans l'immobilier ancien. Et on s'aperçoit depuis, en gros, le second semestre 2016, un ralentissement de cette croissance. On n'est sans doute plus dans une phase d'euphorie, de montée, et voilà, la croissance reste installée, mais la tendance semble s'être inversée. Et donc, les sommets risquent de plafonner prochainement en matière d'immobilier, de transactions dans l'immobilier ancien, ce qui est sans doute aussi lié à la remontée progressive des taux qu'on peut observer dans un certain nombre de réseaux. À droite, encore une fois, on s'aperçoit que ces nouveaux sommets, les départements qui sont grisés, les plus sombres, sont ceux qui ont retrouvé, voire dépassé, en matière de transactions dans l'immobilier ancien, les derniers sommets atteints sur la période 2004-2007. On s'aperçoit que toute la France n'est pas concernée par ce boom des transactions dans l'ancien et que celui-ci se concentre largement dans le Grand Ouest et sur la façade littorale atlantique. En particulier, c'est très marqué en Loire-Atlantique, dans la région bordelaise. Également sur la façade méditerranéenne, avec un boom observé à Marseille, à Montpellier et également en Rhône-Alpes, notamment Savoie-Haute-Savoie, qui profite à plein du coup de ce rebond de l'immobilier ancien en nombre de transactions. Là, nous ne commentons pas les prix, mais vraiment le nombre de transactions. Donc, concernant le marché de la construction de logements maintenant, en 2016, on compte 300 000 logements mis en chantier en France métropolitaine et plus de 400 000 logements autorisés, donc une hausse de 18% par rapport au nombre d'autorisations en 2015. Donc sur ce graphique, on peut voir l'évolution des autorisations de logement dans chaque région en parallèle du poids
du poids de ces autorisations en région sur les autorisations totales. Donc, on remarque que la bonne dynamique est assez généralisée à toutes les régions, mis à part en Corse qui connaissait un boom des autorisations dans les résidences en 2015, d'où la forte baisse des autorisations en 2016. On remarque que la région Occitanie est particulièrement dynamique, avec des autorisations qui bondissent à plus de 30%, notamment sur la métropole toulousaine et sa périphérie, et la métropole de Montpellier et sa périphérie. La Bretagne marque aussi une bonne croissance des autorisations de logement, notamment à Rennes. Et l'Auvergne-Rhône-Alpes marque une croissance un petit peu moins marquée, mais conserve quand même une bonne part des autorisations sur l'année 2016. Ce qui peut sembler surprenant, c'est le fait que les permis de construire, donc déposés en Nouvelle-Aquitaine, soient en moindre croissance que la moyenne nationale, puisque en moyenne nationale, le nombre de permis de construire déposés en 2016 augmente de plus de 18%. La Nouvelle-Aquitaine, la situation y est contrastée entre une agglomération bordelaise où le logement collectif, donc la construction d'immeubles de logement, est-elle en progrès, mais où le marché du logement individuel est, lui, notamment dans les autres départements, un peu plus en difficulté. Sur l'immobilier professionnel, ici on compare la croissance des autorisations et des mises en chantier par type de locaux. Donc toute la première partie, vous avez des locaux plutôt privés et ensuite tout ce qui est locaux de service public. La construction d'entrepôts a fortement progressé en 2016, à près de plus de 20%, et les autorisations également. Les hébergements hôteliers également, la construction de logements hôteliers a également bien progressé. Et au niveau des autorisations, on s'aperçoit que les autorisations dans les services publics sont en forte croissance, reflétant un investissement public à la hausse fin 2016 et donc début 2017, notamment dans le transport qu'on peut rapprocher du projet du Grand Paris qui se met en place avec le développement des transports sur toute l'Île-de-France. Donc là, on a fait un détail sur les surfaces des locaux professionnels autorisés sur les commerces, les bureaux et les services publics dans chaque région. Donc tout d'abord, au niveau des commerces, on s'aperçoit que la surface des locaux donc autorisés augmente fortement en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, mais également en Occitanie, par des constructions principalement de centres commerciaux. Les bureaux, concernant les bureaux, donc l'Île-de-France, pareil, marque une forte progression. Tout ça peut être mis en lien du Grand Paris. Et les Hauts-de-France également marquent une bonne croissance des surfaces autorisées, notamment sur la commune de Villeneuve-d'Ascq. Concernant les locaux de service public, on s'aperçoit qu'il y a une bonne progression des surfaces autorisées en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie, et en région PACA également. Auvergne-Rhône-Alpes, on a identifié des locaux d'enseignement et de recherche sur la commune de Villeurbanne. Pour la région PACA, c'est plutôt porté par des ensembles hospitaliers, notamment sur la commune d'Aix. De manière générale, donc l'investissement immobilier des entreprises est bien reparti en 2016. Les tendances en autorisation sont toujours très bien orientées et on s'aperçoit également d'un retour de l'investissement public qui avait fait défaut et pesé sur la conjoncture du BTP depuis plusieurs années. L'exemple le plus emblématique est bien sûr celui du Grand Paris, annoncé comme un chantier du siècle, qui, de la phase projet, rentre dans sa phase opérationnelle de chantier, avec près de 9 milliards de travaux qui sont annoncés et lancés
pour uniquement le métro du Grand Paris en 2017 et qui s'accompagne de toute une vaste liste de projets publics, mais aussi de projets privés dans les transports publics, mais aussi les bureaux, la logistique et l'immobilier résidentiel. Et de manière générale, les orientations, et on le verra tout à l'heure pour 2017, dans le bâtiment et les travaux publics sont en très net progrès en ce début d'année 2017. Donc maintenant, on va essayer de faire un petit bilan de la saison touristique, du tourisme en 2016, qui s'avère être plutôt catastrophique, avec des nuances selon les régions. Donc, en 2016, les nuitées hôtelières ont fortement diminué. Alors, en France métropolitaine, on est à moins 1% sur les nuitées. Et cette baisse se retrouve principalement dans la région parisienne qui enregistre une baisse de moins 7,3% des nuitées hôtelières. Donc, on voit sur ce graphique que l'évolution des nuitées sur le littoral et en montagne a progressé en 2016, bien qu'à un rythme inférieur à celui de 2015. N'apparaissent pas sur ce graphique, mais les nuitées dans les aires urbaines et dans les hôtels ruraux ont tous les deux augmenté par rapport à 2015. Sur une tendance longue, ce qui peut être intéressant et ce sur quoi nous sommes penchés, c'est la fréquentation des aéroports parisiens face à une année horrible liée évidemment aux attentats et à la disparition d'un certain nombre de touristes étrangers qui ont refusé de fréquenter et de visiter Paris. On s'aperçoit tout de même qu'en cumul, sur 12 mois, le nombre de passagers accueillis par les aéroports parisiens reste à un sommet et est relativement stable pour les vols internationaux. Soulignons que malgré la mauvaise conjoncture, enfin malgré les terribles attentats, un certain nombre d'événements internationaux ont pu également soutenir la demande et la présence de touristes en région parisienne, notamment, et en France de manière plus générale, notamment l'Euro 2016, qui a permis à un certain nombre de grandes agglomérations de sauver leur bilan touristique. Donc, on s'est donc posé la question de ces indicateurs hôteliers pour estimer la fréquentation des touristes, notamment sur la région parisienne. Alors, en 2016, on compte 31 millions d'arrivées de touristes dans la région parisienne. C'est une baisse de 4,7% par rapport à 2015. Mais on voit ici que les arrivées de voyageurs sur Airbnb est de 2,2 millions donc en 2016 et pourrait compenser en partie la baisse observée dans l'hôtellerie. La carte de droite montre la progression du nombre d'arrivées de voyageurs dans les différents départements d'Île-de-France entre 2015 et 2016, et on s'aperçoit qu'il y a un vrai boom dans l'ensemble de la région parisienne. Voilà, donc c'était juste pour montrer que les données de l'hôtellerie ne sont peut-être pas suffisantes pour effectuer un baromètre de la situation touristique, en tout cas en région parisienne. Si le bilan en région parisienne a tout de même été unanimement salué comme désastreux, notamment à cause de l'absence d'un certain nombre de publics et de populations de touristes étrangères, chinois, japonais, russes, qui ne sont plus présents à Paris, qui étaient une excellente clientèle, en particulier dans le commerce. Le bilan région par région est lui beaucoup plus mitigé. On évalue tout de même que l'ensemble de la conjoncture et le manque à gagner a été de près d'1 milliard d'euros en 2016 en France, mais la saison a en revanche été bonne notamment en Nouvelle-Aquitaine, où la fréquentation a progressé, notamment un tourisme urbain
bien surnager. Également bon en Auvergne-Rhône-Alpes, où la saison hivernale a été pas trop mauvaise malgré des difficultés d'enneigement en début de saison, et surtout sauvée par l'accueil de l'Euro à Saint-Étienne et à Lyon. Donc maintenant, notre dernier point, la consommation des ménages. Donc, dans ce contexte de reprise de l'inflation en fin d'année et de reprise éventuelle des taux d'intérêt. Donc, sur le graphique de gauche, on compare l'évolution des salaires et traitements bruts avec l'évolution des prestations sociales. Donc, depuis la reprise fin 2015, les salaires augmentent à un rythme plus soutenu que les prestations sociales. Par conséquent, le revenu primaire affiche des évolutions contrastées selon la taille des zones d'emploi. Donc, on a repris les mêmes zones d'emploi que précédemment sur la métropolisation, et on s'aperçoit que le revenu primaire, donc ce que vous avez sur le graphique de droite, le revenu primaire augmente de 2,5% selon nos estimations dans les zones d'emploi de plus de 200 000 emplois, alors que sur les zones d'emploi de moins de 100 000 emplois, le revenu primaire augmenterait de plus 1,8%. Donc cette différence de progression des revenus primaires peut s'expliquer par la part aussi d'inactifs qui est plus élevée dans les petites zones d'emploi que dans les grandes zones d'emploi, et donc qui ne bénéficient pas de cette reprise des salaires depuis fin 2015. Pour compléter ce que dit Margot, ce que l'on appelle le revenu primaire, c'est l'ensemble des ressources dont disposent les ménages pour consommer, qui sont en majorité des ressources liées à la distribution de salaires, mais également liées aux revenus de leur patrimoine, liées aux différentes redistributions et aux pensions de retraite. Et c'est à cet indicateur-là que l'on s'attache et qu'on déclinerait localement pour comprendre et détecter des tendances différentes. Autre point sur la consommation, donc peut-être un chiffre à retenir, ce revenu primaire progresse de 2% en moyenne nationale, 2,5% dans les zones d'emploi de plus de 200 000 emplois, et pour les zones d'emploi de moins 100 000 postes, de l'ordre de 1,8%. Donc, toujours ce différentiel que l'on observait, qu'on soulignait tout à l'heure en matière entre métropole et hors métropole. Autre point concernant la consommation des ménages, là on s'attache vraiment à détailler leurs dépenses de consommation en 2016. La zone grise correspond à la progression de leurs dépenses de consommation. Un bilan 2016 qui s'est fait qui est un bilan toujours de reprise de la consommation et qui est dans les clous par rapport à ce qui s'est observé en 2015, avec une consommation en progrès de plus de 2%, mais avec, et là encore c'est à recroiser avec ce que l'on disait tout à l'heure, si la consommation des ménages progresse, c'est avant tout une consommation en biens durables, notamment l'équipement du logement, la consommation en mobilier, en électroménager, en amélioration de leur habitat, a été bien plus dynamique que la consommation de biens personnels, notamment le textile, l'habillement, par exemple, ce qui sont illustrés par les courbes bleues et la courbe grise, la courbe bleue concernant donc les biens durables. Et j'oubliais également l'automobile, qui a été parmi les postes de consommation les plus dynamiques des Français en 2016. À l'inverse, on s'aperçoit que la consommation des Français en produits textiles était, elle, en décroissance. Observons aussi sur la fin de la période 2016 une baisse assez marquée, parce qu'on est là sur une évolution sur 12 mois, de la consommation en biens durables, qui correspond, et la courbe suit à peu près ce qu'on observe sur le marché immobilier, et donc un contexte également de taux qui remontent, et donc du coup, s'il y a moins de transactions dans l'immobilier, on est moins amené à s'équiper, et en revanche, une légère amélioration sur la consommation de biens pour la personne, en particulier dans le textile
en fin d'année. Région par région, on a essayé de synthétiser l'évolution de l'emploi, de la masse salariale et du revenu primaire sur les principales zones d'emploi pour essayer d'illustrer ce différentiel entre grandes zones d'emploi et plus petites zones d'emploi. Donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on s'aperçoit que d'après nos estimations, le revenu primaire augmente de plus 3,2% sur Lyon, de plus 2% à Grenoble ou Clermont-Ferrand. En revanche, Valence affiche plus de difficultés avec un revenu primaire qui augmente donc moins rapidement que la moyenne nationale à plus 1,1%. En Bourgogne-Franche-Comté, région donc qui profite du rebond de l'industrie automobile et qui notamment a un solde en matière de création d'emplois meilleur que ce qui a pu être observé par le passé grâce à l'intérim. La progression du revenu primaire reste inférieure à la moyenne nationale, à l'exception de Dijon, où le revenu primaire des ménages progresse lui de 2%, et beaucoup moins dynamiquement sur les autres zones d'emploi. Pour la Bretagne, Rennes se démarque avec une bonne progression du revenu primaire à plus 3,1%. Toutefois, les autres zones d'emploi restent sur une évolution proche de la moyenne nationale, évolution un petit peu plus faible pour Saint-Brieuc ou Lorient. La région centre, Val-de-Loire, ne profite ou profite moins, tout du moins, du rebond de l'emploi en France. Et quand on zoome par zone d'emploi, à l'exception de Chartres, où le revenu primaire des ménages progresse de 2,2%, il est particulièrement peu dynamique à Évreux et Blois, où il progresse 2 à 3 fois moins vite que la moyenne nationale. Même constat pour le Grand Est, seul Strasbourg affiche un revenu primaire en croissance plus rapide que la moyenne nationale, et les difficultés semblent plus marquées sur des zones comme Troyes ou Charleville-Mézières. Dans les Hauts-de-France, ce qui traduit toujours cette métropolisation de la reprise, Douai et Lille sont les deux zones d'emploi qui ont le plus profité et ont vu le revenu primaire localement progresser plus rapidement que la moyenne nationale. De même que Lens, l'agglomération de Lens et Nain. À l'inverse, le sud Picardie, Dunkerque ou encore Béthune affiche un revenu primaire quasiment stable, ce qui est toujours à mettre en parallèle d'une croissance démographique qui, à un niveau national, pour vous donner un ordre d'idée, la population a progressé l'an dernier de 0,6% et le nombre de ménages de 0,9%. Il est donc nécessaire que le revenu primaire augmente plus vite que ces deux chiffres pour que le revenu par habitant ou le revenu par ménage progresse d'une année sur l'autre. Concernant l'Île-de-France, Paris marque une bonne progression du revenu primaire, Marne-la-Vallée également et Évry, à noter. En revanche, certaines zones comme Poissy ou Orly marquent une progression beaucoup plus lente et bien en deçà de la moyenne nationale. C'est l'un des points importants de cette année et de ce qu'on a pu observer en 2016. La province, en particulier les grandes métropoles régionales, les métropoles dynamiques régionales, ont davantage bénéficié de cette meilleure conjoncture que la région parisienne. Donc pour la Normandie, pareil, on identifie une différence entre Caen, qui voit son revenu primaire progresser de plus 2,3%, et Le Havre Le Havre, Rouen et Cherbourg qui marquent une progression inférieure à la moyenne nationale. La Nouvelle-Aquitaine, par ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'une des grandes régions gagnantes cette année. À Bordeaux, le revenu primaire progressait de plus 3,3%. Même tendance à Bayonne. Également au-dessus de la moyenne nationale à La Rochelle et à Niort.
À l'inverse, la tendance est plus difficile, notamment à Poitiers ou encore à Pau, où le revenu primaire progresse 2 fois moins vite que la moyenne nationale. En région Occitanie, donc on a vraiment l'illustration de ce qu'on démontrait précédemment avec Toulouse et Montpellier qui ont un revenu primaire qui augmente à plus de 3%. À côté de ça, les zones d'emploi comme Nîmes, Perpignan ou Tarbes progressent moins rapidement que la moyenne nationale. Et pour finir cette météo économique, PACA a, dans son ensemble, connu une bonne année en matière de… donc, à chaque fois, on illustre par le revenu primaire, ce qui nous permet d'approcher, évidemment, les dépenses de consommation et la santé économique du territoire en règle générale. Cette année, tire son épingle particulièrement du jeu la zone d'emploi d'Aix-en-Provence, plus dynamique et nettement plus dynamique que Marseille-Aubagne, la voisine. Par ailleurs, on observe également une bonne reprise sur le Var et dans les Alpes-Maritimes, et également une tendance qui semble bien orientée dans la vallée du Rhône et en particulier sur la zone d'emploi d'Avignon. Et enfin, dans les Pays de la Loire, on observe quand même une bonne progression du revenu primaire dans la plupart des zones d'emploi. On retrouve Nantes, comme évoqué précédemment, qui affiche un revenu primaire en hausse de plus 3,9%, et La Roche-sur-Yon à plus 3%. En revanche, Le Mans se retrouve juste au niveau de la moyenne nationale à plus 1,9%. Donc cette météo signale d'une part ce que l'on soulignait tout à l'heure, la bonne tendance dans les grandes métropoles régionales, avec un certain nombre aussi de villes qu'on ne citait pas et qui ne sont pas des zones d'emploi de plus de 200 000 habitants qui fonctionnent bien. Le décalage entre ces grandes métropoles régionales et Paris dans son ensemble, et puis également les difficultés d'un certain nombre de régions. On s'aperçoit aussi à travers ces chiffres de la bonne tenue de la façade atlantique, d'Auvergne-Rhône-Alpes et dans une moindre mesure de la région PACA. Ce que l'on peut également illustrer et c'est un point particulièrement important et flagrant cette fin d'année, les difficultés rencontrées par un certain nombre d'enseignes commerciales dont l'implantation est plutôt dans des villes moyennes. On a vu les difficultés du groupe Vivarté, André, La Halle, Koukaï, de Monsieur Bricolage également, ou encore de l'enseigne Mime. Le point commun de ces enseignes, c'est qu'elles sont dans leur ensemble implantées dans des villes moyennes où les revenus des ménages ont plutôt été en croissance inférieure à la moyenne nationale et la consommation locale a pu être en grande difficulté, expliquant du coup les déboires de ces enseignes. Donc sur ce graphique, on compare l'évolution des prix, des salaires et des autres ressources. Donc on s'aperçoit que depuis la fin d'année 2016, la croissance des prix s'installe. Cette inflation annonce donc une baisse du pouvoir d'achat qui serait d'autant plus marquée si l'on compare l'évolution des salaires ici en bleu rapporté à l'évolution du nombre de ménages. Donc ici, on voit que l'évolution des salaires suit à peu près l'évolution de l'inflation, alors que les autres ressources progressent moins rapidement depuis l'année 2016. Ces évolutions contrastées peuvent donc venir accentuer la fracture métropole hors métropole que l'on soulignait précédemment. Ce que l'on pointe ici, c'est que depuis 2015, l'inflation était quasiment nulle et donc toute progression des salaires ou des revenus des ménages était une progression immédiate en matière de pouvoir d'achat. Depuis la fin de l'année 2016, notamment du fait de la hausse des remontées du pétrole et d'un certain nombre de produits, l'inflation a réapparu et du coup peut et risque d'entamer le pouvoir d'achat des ménages. Ce sera particulièrement le cas pour les ménages dont les revenus dépendent des autres ressources, c'est-à-dire des revenus de redistribution, des pensions de retraite, dont la progression est, elle,
très faible. Et donc, toute évolution importante de l'inflation entamerait le pouvoir d'achat de ces populations, ce qui sera particulièrement le cas donc, du coup, des populations retraitées ou inactives. Donc, après avoir fait le tour des principales conclusions de l'année 2016, on a tenté quelques prévisions et quelques perspectives sur la conjoncture économique en 2017. Donc ici, vous avez l'indice de confiance des ménages représenté par la courbe bleue et les intentions d'achat importants représentées par la courbe en pointillé. Donc on s'aperçoit que l'indice de confiance des ménages se stabilise en fin d'année 2016 et début 2017, alors que l'intention d'achat important marque une forte baisse début 2017, sans doute liée à l'arrivée de l'inflation ou à la hausse des taux. Sur un sondage IFOP datant de janvier 2017, la confiance des ménages dans l'augmentation du pouvoir d'achat en 2017 est de 15%. Et là, on retrouve également la fracture métropole hors métropole, puisque 12% des personnes de communes rurales estiment que le pouvoir d'achat devrait augmenter, alors qu'on est à 16% pour les aires urbaines et 17% pour l'agglomération parisienne. Donc, une confiance des ménages en ce début d'année 2017 qui est à son plus haut, comme vous le voyez, c'est la courbe bleue, depuis 2008 et qui est relativement stable et qui a été suivi du coup d'intentions d'achat importants, automobile, immobilier bien sûr, dont on s'aperçoit pour autant que les intentions sont en nette baisse en ce début d'année 2017. Dans l'ensemble également, là on s'intéresse ici aux enquêtes de conjoncture réalisées auprès du commerce de détail. Donc on sonde les commerçants sur leurs perspectives d'activité. Dans l'ensemble, en ce début d'année 2017, les commerçants sont plutôt et les enseignes sont plutôt optimiste puisque la courbe est au-dessus de zéro, mais elle est en net repli sur le premier trimestre 2017, un repli qui a notamment été observé à l'inverse de ce que l'on a pu constater en 2016 dans les enseignes d'équipement du logement et de meubles. Donc dans les services, l'enquête de conjoncture montre que la confiance repart, enfin les professionnels des services ont une confiance qui repart en début d'année 2017. Ici, donc l'indice du climat des affaires reste au-dessus de sa moyenne de longue période, et cette bonne tenue en début d'année des services se retrouve principalement dans la logistique, le tertiaire supérieur toujours, et l'intérim. On l'a évoqué tout à l'heure, il faut s'y attacher en ce début d'année 2017. L'intérim a été le grand bienfaiteur de l'économie française en 2016, puisqu'il a permis notamment à l'industrie de maintenir dans son ensemble ses effectifs et a été un grand pourvoyeur de postes sur l'année. En l'enquête de conjoncture, la dernière enquête que l'on a pu analyser auprès de sociétés d'intérim souligne d'une part des intentions d'embauche en début 2017 qui restent très bien orientées et qui conserve du coup un excellent niveau. Ceci étant, en pointillé, le climat des affaires en ce début d'année pour les sociétés d'intérim signale une baisse de leur carnet de commandes, même si le niveau reste tout de même très supérieur à zéro et donc souligne la bonne santé du secteur en ce début d'année. Sur cette carte, on représente la part de l'intérim dans l'emploi salarié par département rapporté à la moyenne nationale. Donc, les départements en bleu sont ceux qui sont les plus dépendants de l'intérim. Enfin, le poids de l'emploi intérimaire est le plus important. Donc, les Alpes-Maritimes, le Loiret, le Loir-et-Cher, l'Eure, le Calvados et le Doubs.
Et d'une façon plus générale, le nord de la France est plus dépendant de l'intérim que la côte méditerranéenne ou encore la côte atlantique. Et donc, du coup, si l'intérim a permis à de nombreuses régions d'afficher de bonnes performances en 2016, ce que l'on voulait faire avec cette carte, c'était souligner quels étaient les territoires les plus où l'intérim, du coup, occupait une part importante dans l'emploi local et étaient les plus sensibles à un retournement conjoncturel, puisque si jamais il y avait une inversion, une mauvaise tendance, c'est l'emploi intérimaire qui, la plupart du temps, essuie les plâtres. L'industrie qui a été du coup, qui a connu une bonne année, comme on le soulignait tout à l'heure, dans les dernières enquêtes de conjoncture, confirme sa bonne tendance. Les carnets de commandes restent plus remplis que par le passé. Ceci dit, on s'aperçoit d'une inflexion en début d'année 2017 qui a été confirmée par les chiffres publiés ce matin par l'INSEE en matière de production industrielle. Ce sont notamment les biens d'équipement, l'industrie automobile et l'agroalimentaire qui souffrent en ce début d'année et où la production est en baisse par rapport au premier trimestre 2017. La production industrielle, du coup, et le premier trimestre devrait être moins bon que celui observé, que l'excellent premier trimestre 2016 qu'on avait eu l'année passée. Donc, dans le BTP, tout d'abord, le graphe de gauche montre l'enquête de conjoncture par type de clientèle. Donc, en bleu, la clientèle privée. On voit que les professionnels restent optimistes, bien que le climat des affaires ralentit. En revanche, on s'aperçoit la courbe grise, donc la clientèle publique. L'enquête de conjoncture montre une reprise des commandes de la part de la clientèle publique, notamment la reprise de l'investissement public qu'on énonçait précédemment. Si l'on regarde le graphe de droite, donc par type de travaux, la tendance dans les logements neufs continue de s'améliorer depuis le troisième trimestre 2016 et conserve une bonne orientation en début d'année. Et la rénovation de logements, donc la courbe grise, affiche également une bonne progression, une bonne orientation après le ralentissement de la fin d'année 2016. On s'aperçoit donc qu'en ce début d'année 2017, le BTP, du fait de ces permis de construire que nous avons commenté tout à l'heure, du fait aussi du retour de l'investissement public qui avait manqué depuis 2011 à l'économie française, le bâtiment et les travaux publics sont en très bonne forme, très grande forme en ce début d'année 2017 et devraient signer un millésime que n'a pas connu le secteur depuis de nombreuses années. Pour finir, on se risque à un certain nombre de prévisions ou de tendances à un niveau d'abord national puis plus localement. Dans l'ensemble, nos prévisions reposent, je dirais, sur un certain nombre d'hypothèses. Tout d'abord, comme on le signalait tout à l'heure, l'hypothèse et le point qui a soutenu la croissance en 2016 sont la faiblesse des taux d'intérêt qui a soutenu le marché immobilier, le marché de la construction et l'investissement des entreprises. En ce début d'année 2017, on surfe encore sur la ruée vers le crédit de la part des ménages et des entreprises. Et donc, du coup, l'investissement et la conjoncture immobilière restent très bonnes. Ceci dit, la moindre progression trop importante des taux d'intérêt pourrait donner un coup d'arrêt ou freiner en tout cas significativement cette tendance. On s'est appuyé sur les prévisions de la Banque de France et de l'INSEE qui évaluent du coup les taux d'intérêt en progression en l'année 2017, mais ils resteraient tout de même très inférieurs à ce qu'ils ont pu être par le passé. Petit exemple, le projet de loi de finances
de 2016-2017 prévoyait que la France s'endetterait de l'ordre de 0,25% en 2016 et 1,5% à la fin 2017. Il faut donc s'attendre à une remontée des taux et en tout cas tout le monde s'y attend et un certain nombre de réseaux bancaires commencent à le signaler. Donc ça pèsera forcément sur l'investissement des entreprises et sur la conjoncture immobilière. C'est une hypothèse que du coup sur laquelle on s'est appuyé. Et puis deuxième point, et c'est pour nous le nuage qui pèse un petit peu sur la consommation, c'est la réapparition, en tout cas la remontée du niveau des prix, la réapparition de l'inflation. Très nette en ce début d'année. Les prix progressaient d'1,2% quand ils ne progressaient plus depuis près de 3-4 ans. Les salaires augmentent en moyenne d'1,4%, 1,6% en France, je crois, de tête. Du coup, le pouvoir d'achat des ménages se trouve un petit peu grignoté par cette inflation. Il semblerait, et c'est l'hypothèse de la Banque de France et de l'INSEE, que le mouvement ne soit pas dans une phase d'accélération et donc du coup pèse assez peu sur le pouvoir d'achat des ménages qui puiseraient dans leur épargne pour du coup davantage consommer. Ceci étant, il y a ces deux points qui pour nous sont des points de vigilance et par ailleurs, il y a deux points qui nous semblent en revanche à surveiller d'un point de vue plutôt positif. D'une part, la très forte reprise attendue dans le secteur de la construction, le bâtiment et les travaux publics, aussi bien donc du coup dans l'immobilier résidentiel que la commande publique qui semble en tout cas nettement mieux orientée que l'année passée. Et ensuite, un bilan et une conjoncture touristique qui ne peut être, et on s'y risque, que meilleure en 2017 qu'elle ne l'a été en 2016. Ce que l'on vous propose maintenant, c'est un petit peu quelques commentaires région par région et puis on répondra aux quelques questions qu'on a reçues entre-temps. Donc, concernant la région Auvergne-Rhône-Alpes, on estime que l'industrie devrait quelque peu ralentir en 2017, restant tout de même à un bon niveau. Les services, donc on a tablé sur une stabilité à un bon niveau emmenée par le tertiaire supérieur. Concernant la consommation, elle devrait se stabiliser, voire diminuer en début 2017, donc face à ce qu'on disait, la remontée des taux et la reprise de l'inflation. Le tourisme, on estime que la saison hivernale a été moins bonne que l'année passée. En revanche, l'investissement reste sur une bonne dynamique. Et l'immobilier devrait ralentir suite à une baisse des autorisations observées en 2016. Donc le signal le plus, je dirais, négatif sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est sans doute le ralentissement, et on l'a vu, et dans l'immobilier neuf et dans l'immobilier ancien. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est davantage la conjoncture industrielle sur laquelle nous on a pointé de la vigilance. Conjoncture industrielle qui serait moins bonne, notamment dans l'automobile, en tout cas d'après les premiers indices que l'on a, et qui donc pèserait sur l'investissement et également sur le secteur des services et en particulier sur l'intérim. L'année, nous la prévoyons stable en Bourgogne-Franche-Comté, mais avec un point de vigilance du coup sur l'industrie. Stabilité également pour la Bretagne, qui devrait également pâtir du repli de l'activité dans l'industrie automobile et agroalimentaire, comme on l'a vu en début d'année 2017. On a donc estimé que l'investissement ralentirait et de même la consommation. En revanche, le marché de l'immobilier semble bien orienté pour l'année 2017 avec des autorisations de logement particulièrement en forte progression fin 2016. La région Centre Val-de-Loire, donc qui était, comme on le soulignait tout à l'heure, une région qui a
qui manquait de dynamisme en 2016 ne devrait pas connaître d'évolution bien meilleure en 2017. Notamment, d'après les dernières enquêtes, l'investissement et l'investissement des entreprises serait à la peine, en particulier dans la plasturgie et l'automobile. On n'y voit pas spécialement à l'horizon 2017 d'amélioration significative. Pour la Corse, stabilité également, généralisée à l'ensemble des secteurs que l'on décline ici, mis à part l'immobilier où on estime que le marché devrait s'améliorer avec une hausse également donc, des autorisations de logement en fin d'année 2016. Donc on avait une baisse en cumul sur l'année globale, mais fin 2016, on s'aperçoit que les autorisations repartent pour les logements. Pour la région Grand Est, constat assez proche de celui de la Bourgogne-Franche-Comté, avec une industrie où la tendance est sans doute un peu plus faible, du moins en début d'année 2017 qu'elle l'a été en 2016, dans l'industrie automobile, dans la métallurgie et les biens d'équipement, qui devraient du coup toucher également l'intérim, la dynamique d'investissement des industriels et par ailleurs les chiffres et notamment tout ce qui touche au permis de construire dans la région en 2016 n'annoncent pas un cru positif en matière immobilière dans la région et les investissements publics sont peu en soutien de cette conjoncture du bâtiment localement. Concernant les Hauts-de-France, qui faisait une bonne année du moins 2016, donc on estime que l'activité devrait quelque peu ralentir en 2017, donc une stabilité dans l'industrie, dans les services, mais un ralentissement de l'investissement dans la région. L'Île-de-France pourrait en 2017 rebondir après une année 2016, on l'a vu, difficile sur le plan touristique et puis aussi en comparaison des métropoles régionales. Ce sera en particulier le cas, et on l'estime, sur l'économie touristique qui ne peut que reprogresser. C'est déjà le cas en début d'année, au premier trimestre 2017, où la fréquentation semble être repartie à la hausse, en particulier le retour de certaines clientèles américaines et asiatiques qui avaient disparu. Et par ailleurs, les secteurs du service supérieur, l'informatique, semblent bien commencer l'année, bien orientés pour l'année 2017, ce qui devrait tirer la consommation locale. Pour la Normandie, donc on est parti sur une stabilité de l'activité en 2017. Donc un secteur industriel toujours bien orienté et des services qui progresseraient notamment à travers l'intérim pour soutenir ces industries. En revanche, on note un point de vigilance sur le marché de l'immobilier avec des autorisations en baisse en fin d'année 2016. La Nouvelle-Aquitaine, dont on a vu qu'elle était l'une des régions les plus dynamiques en 2016, devrait rester en bonne forme en 2017. La plupart des indicateurs sont au vert, en particulier dans les services, avec le développement des différentes des services et du tertiaire supérieur, notamment dans l'agglomération bordelaise, et une dynamique en matière d'investissement et d'immobilier qui, d'après les indicateurs enregistrés ces derniers mois, reste excellente et très bien orientée. Pour l'Occitanie, qui signe également une très bonne année 2016, l'activité devrait se stabiliser à un bon niveau en 2017 dans l'industrie et dans les services, et la consommation devrait rester bien orientée également. On note une progression de l'investissement dans l'industrie principalement. Et le marché de l'immobilier devrait rester bien orienté, notamment avec pas mal d'investissements publics lancés en 2016. En région PACA, différents points. D'une part, tout comme l'Île-de-France, on estime que le tourisme devrait être mieux orienté en 2017. En tout cas, la saison s'annonce mieux localement, et y compris
le milieu de saison, enfin la basse saison actuelle semble être bien meilleure. En revanche, comme on a pu l'observer également dans d'autres régions, les dynamiques d'investissement et d'immobilier seraient sans doute en retrait en 2017. Et enfin, pour les Pays de la Loire, on observe une stabilisation de l'activité en 2017, toujours à un bon niveau, porté par les industries et les services. La consommation devrait rester à un niveau satisfaisant. Et en revanche, on note un repli de l'investissement qui pourrait venir avec la hausse des taux et une légère dégradation du marché immobilier après une très très bonne année 2016. Encore une fois, toutes ces perspectives, elles s'appuient sur des hypothèses assez proches de celles de 2016. En particulier, le cru 2016 ayant été bon grâce à un contexte de retour à l'investissement et de bonne conjoncture immobilière. Il ne faudrait pas que les taux augmentent rapidement, sinon ils pèseraient et sur l'industrie automobile pour la Bourgogne-Franche-Comté et sur la conjoncture immobilière. Pas à un horizon court terme, mais du moins à 6 mois, 1 an, toute évolution négative des taux d'intérêt pour avoir un effet négatif sur la conjoncture locale. Avant de fermer cette parenthèse, peut-être quelques questions qui nous sont parvenues. Tout d'abord, une question concernant la reprise de l'emploi en région PACA. Je laisse Margot reprendre ses fiches. Est-ce que tu peux regarder? La question, c'est quels sont les secteurs qui portent la reprise de l'emploi en PACA? Alors déjà, la reprise, elle n'est pas observable de la même manière, on l'a vu, et je crois qu'on va pouvoir revenir un petit peu en arrière en PACA. Elle est particulièrement visible avec un emploi qui a très fortement progressé de 3,3% sur la zone d'emploi d'Aix-en-Provence, un rythme est de 2,3% dans la zone d'emploi de Cannes-Antibes. C'est des secteurs qui ne surfent pas forcément sur les mêmes dynamiques. À Aix-en-Provence, c'est clairement les services, et en particulier les services tertiaires supérieurs, l'implantation de sociétés informatiques et de sociétés d'ingénierie qui profitent de cette tendance. Quand sur les zones de Cannes-Antibes et de Toulon également, où l'emploi a été plutôt dynamique en 2016, c'est davantage les métiers liés au tourisme et à l'hôtellerie-restauration qui signeraient une bonne année. L'emploi dans l'hôtellerie-restauration au niveau régional est en progrès de plus 2,9% en région PACA. Et puis également, autre point enfin, le commerce est très dynamique dans la région, plus 2% sur l'année. Et le BTP en région PACA, c'est l'un des secteurs, enfin c'est PACA l'une des régions où le BTP s'est remis à créer de l'emploi dès la fin d'année 2016. Une question peut-être plus technique, à quoi correspond la masse salariale? Alors j'essaie de le retrouver également. Vous l'avez ici zone d'emploi par zone d'emploi. La masse salariale correspond à l'ensemble des salaires distribués sur une zone d'emploi. C'est donc la somme des salaires bruts dans le secteur privé distribués aux salariés dans une zone d'emploi. C'est évidemment l'une des composantes essentielles du revenu des ménages. En moyenne nationale, c'est de l'ordre de 70% du revenu des ménages et tiré des revenus salariaux. Et la masse salariale, donc, est un élément essentiel à suivre dans le temps et on le suit trimestriellement à au niveau d'une zone d'emploi pour comprendre comment peut évoluer la conjoncture locale. Une question ensuite sur la conjoncture touristique. Avons-nous eu une chute économique aussi importante par le passé? Tout d'abord, la chute, elle est, on l'a vu tout à l'heure et j'essaie de retrouver le graphique, particulièrement importante en région parisienne, moins 7,3%. Vous le voyez sur ce graphique, on remonte jusqu'à 2011.
jusqu'à 2011, on n'a jamais vu de chute aussi importante du tourisme en France. Après, si on regarde, et là ici c'est mesuré par les nuitées hôtelières, les nuitées en France métropolitaine reculaient de moins 1% au total 2016, ce qui est un recul important, mais moins important que celui observé en 2014, suite à une très mauvaise saison en montagne. Combien de temps faudra-t-il, c'est la suite de la question, pour remonter, retrouver des niveaux historiquement stables? On s'aperçoit déjà, et on devrait, je pense, prochainement, le commenter. On s'aperçoit déjà d'un bon retour du tourisme en région parisienne. Et encore une fois, c'est la région parisienne qui pesait le plus sur la fréquentation touristique du pays. Et il semblerait du moins on reconnaisse une certaine croissance dès le premier trimestre 2017 en matière touristique par rapport à 2016, ce que l'on comparera dans nos prochaines notes, je pense, au niveau observé les années précédentes. Aujourd'hui, je ne peux pas répondre en détail à cette question. Voilà pour l'essentiel des questions que nous avons reçues. Si une question sur l'outre-mer qui n'est pas dans notre périmètre d'étude, même si on le surveille par ailleurs avec un certain nombre d'indicateurs. Alors, j'aurais pas de point illustratif sur l'outre-mer, mais sachez que c'est en outre-mer que notamment la masse salariale progresse le mieux. C'est le cas notamment dans les régions Caraïbes où l'emploi et les salaires progressent à très bon rythme. Évidemment, là, en ce début d'année 2017, la Guyane fait un petit peu la une et les blocages et difficultés actuelles devraient peser au moins sur le premier trimestre. Mais l'outre-mer est une économie un petit peu à double vitesse, avec une forte progression de l'emploi salarié, mais par ailleurs des difficultés sociales avec une part de la population inactive qui est relativement importante. Ceci étant, on intègre rarement l'outre-mer dans nos analyses, mais dans nos tableaux, on l'observe, que ce soit la Réunion, la région Caraïbes et également la Guyane, la masse salariale et l'emploi y sont notamment en très fort progrès. On s'aperçoit notamment que c'est le cas dans le commerce et les métiers de la santé. Voilà, merci à tous. On a un petit peu dépassé. N'hésitez pas, suite à ce webinaire, à nous passer toute question ou remarque éventuelle. Ce webinaire sera intégralement mis en ligne sur notre site. Les slides et le diaporama sera téléchargeable dans son intégralité. Vous pouvez également, et c'est gratuit, laissez votre adresse mail ou vous abonner à l'Observatoire économique que nous publions à travers lequel nous publions des notes et des analyses régulières. Prochainement, nous ferons le point et rentrerons davantage dans les détails sur le dernier trimestre 2016, région par région, à un niveau sectoriel, et donnerons un certain nombre de perspectives pour le deuxième trimestre 2017 et la suite de l'année 2017. Voilà. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à adresser vos questions. Merci. À bientôt.